Téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. En prélude à la 12e conférence de l'UPCI que la capitale malienne s'apprête à abriter les 27 et 28 janvier, la salle ovale du CICB a servi de cadre d'échange et de concertation pour la tenue de la 6e session du Congrès des femmes parlementaires musulmanes. Conscientes des grands dangers et de la conjoncture cruciale par laquelle le monde d'aujourd'hui passe, les femmes parlementaires musulmanes ont jugé nécessaire de se retrouver pour se pencher sur des questions de graves dissensions de la société, de guerre, de problèmes de réfugiés, entre autres. Les femmes qui payent le plus grand lourd tribut dans les pires formes de violence conjugale et d'assassinat, de viol et surtout d'enlèvement de la part des différentes sectes islamiques. Cette tribune est plutôt opportune pour dégager les voies et moyens afin d'adopter des résolutions allant dans le sens de l'amélioration des conditions des femmes à toutes les échelles de la société. Voici un extrait du discours inaugural de la vice-présidente de la conférence. Mesdames, honorables parlementaires musulmanes des pays membres de l'UPCI, c'est avec honneur, humilité et reconnaissance que notre pays accueille cette 12e conférence de l'Union des parlementaires de la conférence islamique. Je voudrais joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour remercier vivement l'UPCI, notre commune organisation, pour avoir gratifié le Mali au moment où sa crédibilité à tenir face aux épreuves comme l'État et son image internationale ont besoin d'événements de ce genre pour prouver son extraordinaire capacité de résistance, de résilience et d'unité. En ce seul mois de janvier, voilà le Mali éprouvé, éploré, réussi à organiser 2 grands sommets internationaux. La conférence qui nous réunit actuellement est porteuse de symboles, double symbole fort de la présentation de nos peuples et de l'islam. Nous, parlementaires musulmans, pouvons être d'utiles vecteurs du vivre ensemble à condition d'épouser des valeurs qui épanouissent l'humain. Aussi, quel symbole fort que les femmes élues œuvrant au destin de leurs pays respectifs au sein des représentations nationales, les parlements, lieux augustes où sont votées les lois de la cité. Cette conférence se tient à un moment très particulier et important pour notre pays. Aussi, elle constitue une excellente et utile opportunité dans les efforts de stabilisation du Mali, aussi et surtout pour son image, sérieusement entachée par le cycle des événements malheureux et tragiques qui s'y passent depuis 2012 et largement amplifiés par les médias. Particulier parce qu'il se passe à un moment de preuve et de défi pour notre pays, lié aux menaces asymétriques dont le terrorisme constitue une dimension. Important parce que le Mali fait face au chantier de sa sécurisation, sa stabilisation et sa reconstruction. Aussitôt après cette cérémonie inaugurale, notre équipe a pu recueillir des réactions de quelques femmes parlementaires musulmanes du Mali et du Bénin. Je vais commencer d'abord par féliciter le peuple malien pour sa maturité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pensait que ce n'était pas possible que cette conférence se tienne après ce qui vient de se passer à Gao. Donc je félicite le peuple malien et je félicite en particulier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le gouvernement, surtout le président de l'Assemblée nationale du Mali, qui a tenu quand même à ce que cette conférence se tienne avant tout. Et je féliciterai et remercierai en même temps les membres de l'UPCI, qui malgré tout ce qui s'est passé, toutes les délégations, je dis bien toutes les délégations qui se sont annoncées ont maintenu leur arrivée au Mali. Je dirais que la femme reste la solution pour une paix définitive en Afrique, dans le monde et en particulier au Mali. Je crois qu'en tant que femme parlementaire, on en avait fait la preuve parce qu'on a fait le combat qu'il fallait faire au moment où notre pays était occupé. Et il n'y a aucune raison objective pour qu'on baisse les bras. Je pense qu'on doit continuer, on doit persévérer. Je dirais qu'en tant que parlementaire, et surtout en tant que femme parlementaire, nous devons sortir de ces assises des résolutions fortes. Des résolutions fortes qui vont dans le sens de l'apaisement, déjà, et qui vont aussi dans le sens
de la sécurité, de la paix. Et la paix et la sécurité passent forcément par les femmes et par la jeunesse. Donc on doit faire une résolution envers la jeunesse. Mais pour faire cette résolution envers la jeunesse, je pense qu'il faut que le Parlement et le gouvernement se mettent ensemble pour trouver du travail à la jeunesse. Parce que la jeunesse se reste manipulée à cause de la précarité. Si on n'a rien à faire, si on est tous les jours en train de prendre le thé et regarder Internet, forcément, on va se donner une occupation, même si c'est la solution ultime, qui est celle de se faire exploser en prenant peut-être un peu de sous qu'on laisse à sa famille. Donc je pense qu'on a une grande responsabilité en tant que femme parlementaire, et je lance un appel particulièrement aux parlementaires du monde entier, des parlementaires de l'UPCI, des parlementaires du Mali, pour que dans le cadre du contrôle gouvernemental, qu'on se rassure que toutes les résolutions qui sont prises, toutes les lois qui sont votées par rapport à la jeunesse et par rapport aux femmes soient appliquées pour une paix définitive dans notre pays. C'est la première fois que j'assiste à cette réunion interparlementaire des femmes musulmanes. J'ai écouté beaucoup de collègues sur ce qui se passe éventuellement dans leur pays. Donc, c'est toujours la lutte pour les femmes parlementaires de soutenir les autres femmes de nos pays consécutifs, parce que nous savons que les femmes sont sous-représentées dans les parlements, et il n'y a pas qu'au Parlement. Dans les institutions, dans les fonctions, on pense que l'homme est privilégié par rapport à la femme. Donc nous luttons pour cela. Et les femmes musulmanes, quand on parle de la religion musulmane, c'est parce qu'il y a beaucoup d'interdits et qui ne sont pas réellement des interdits, parce qu'il y a des interprétations que l'homme fait du Coran. Et cela fait que les femmes, on n'envoie pas les femmes à l'école en disant qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'école, elles n'ont pas besoin de travailler, il y a le mari qui doit les entretenir. Mais non, c'est une mauvaise interprétation du Coran. Le Coran n'interdit pas aux femmes de ne pas travailler, de ne pas aller à l'école. Le Coran enseigne d'autres vertus, le respect de soi, surtout qu'une femme doit se respecter en se couvrant, en faisant ceci, cela. Mais malheureusement, l'homme, à son avantage, a mal interprété le Coran. À présent, les impressions des femmes parlementaires du Maroc, de l'Algérie et du Cameroun. Elles sont au micro d'Amadou Diarra. Moi, je crois que c'est très important de réunir les femmes. Comme vous l'aviez entendu lors de notre conférence, c'est que les femmes sont victimes de la violence, elles sont victimes du viol, elles sont victimes de la maltraitance, elles sont victimes aussi du terrorisme. Et surtout, vous avez suivi avec nous tout ce qui se passait pour les femmes qui ont été kidnappées par Boko Haram. Donc, et pour nous, en tant que femmes, il est d'une grande importance qu'on tienne un front de lutte ensemble avec nos camarades, avec nos frères hommes, parce que le problème des femmes, c'est un problème de société et pas seulement le problème des femmes. Alors pour nous aussi, en tant que femmes qui sont présentes ici, nous avons voulu qu'on ait un petit peu unifié notre discours, parce que nous avons aussi l'étiquette de musulmanes, nous sommes musulmanes, convaincus, et nous voudrions que les gens sachent que l'islam, c'est l'islam de la tolérance. L'islam aussi, c'est un islam qui a donné les droits aux femmes. L'islam, c'est l'approche genre, comme a dit ma camarade quand elle a parlé. Le Coran dit Al-Mu'minina wal-Mu'minat, les pieux et les pieuses, les musulmans, les musulmanes. L'islam, au début, était un islam de paix, un islam de tolérance, un islam de l'acceptation de la différence et l'acceptation de l'autre, quelle que soit sa religion. Et donc, nous devons travailler pour montrer ce visage éclairé de l'islam, et nous devons aussi consolider nos efforts pour mettre fin à l'islamophobie. Parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a une image qui circule. C'est beaucoup plus
c'est pas de l'islam. On pourrait pas dire que Boko Haram est islam. On peut pas dire que Daesh est l'islam. Ça, ce sont des entités qui se sont créées et qui ont falsifié tout l'islam avec tout son apport du livre sacré. Et donc, je crois qu'avec, bien sûr, les sociétés musulmanes et toute la société internationale, nous devons dire et être fiers d'être musulmans et d'être femmes musulmanes et d'être des militantes pour les droits des femmes. C'est une rencontre très importante qui va permettre aux femmes parlementaires musulmanes de discuter des différents sujets qui touchent le monde musulman, notamment le phénomène du terrorisme. Donc le rôle de la femme musulmane est très important. Donc il y a beaucoup de travail au niveau de nos pays pour donner vraiment la situation dont vit la femme musulmane. Vous savez, il y a la violence contre les femmes, il y a la non-participation totalement dans la vie politique et tout ça, mais on connaît le rôle que joue la femme au sein de la famille, au sein de la société. Donc je souligne une autre fois l'importance de cette réunion, très importante pour moi. Et vous savez, l'Algérie a souffert de ce phénomène, mais la politique de la conciliation nationale a donné des résultats très importants. Donc il y a déjà une expérience à exploiter. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment saluer l'initiative et remercier l'UPCI qui permet aujourd'hui aux femmes parlementaires musulmanes de pouvoir s'exprimer sur le plan international dans des problèmes très importants de nos différents pays. Et sur les questions d'enfants et sur les questions de prise de décision concernant les femmes parlementaires musulmanes. Vous savez, on ne peut pas parler femmes et prise de décision sans parler d'alphabétisation. Nous commençons toujours par l'alphabétisation avant de passer sur la question femmes et prise de décision, femmes et règlement des conflits sociaux et régionaux. Si tu n'es pas instruit, je ne sais pas comment tu vas procéder pour accéder au poste de décision. Et je voudrais profiter pour parler de mon pays, le Cameroun. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes 180 parlementaires, mais nous avons 56 femmes. Et je pense que nous le devons à notre président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu nous accorder 30% dans notre code électoral qui avait été revu il y a quelques années. Et grâce à cela, au niveau du Sénat même, sur les 100 sénateurs que le Cameroun a, nous avons 26 femmes sur 100 sénateurs. Et nous avons des femmes vice-présidentes de l'Assemblée nationale, vice-présidentes du Sénat et plusieurs femmes ministres au Cameroun. Et je crois que c'est des avancées considérables, même comme on sait que beaucoup reste à faire. Ces assises vont nous permettre davantage de trouver des voies et moyens pour évoluer. Et surtout au Cameroun, même au poste de commandement, désormais nous avons des femmes préfets, nous avons des femmes sous-préfets et même au niveau de la sécurité, nous avons des femmes qui sont déjà commandants de légion, commandants de compagnie. Cérémonie de remise solennelle de la loi partenariat public et privé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Objectif, informer tous les opérateurs du Mali afin qu'ils s'approprient du contenu de cette loi. Les impressions des acteurs au micro de Kafouné Bachili et Ibrahim Koulibaly. Bon, cette loi est une loi majeure qui a été votée en 2016 par l'Assemblée nationale du Mali. Et je dois vous dire qu'elle relève de la volonté absolue du président de la République et du Premier ministre Modibo Keïta que cette loi soit prise le plus urgemment possible. Encore une fois, je ne le répéterai pas assez, quand je suis entré au gouvernement, le Premier ministre m'a dit « c'est ton premier mandat, cette loi doit être votée parce que nous en avons besoin ». Les pays à côté de nous, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ils ont fait un pont là-bas, le pont Bédié, qui a été un succès énorme en partenariat public-privé. Donc nous voulons faire pareil ici au Mali. Donc, après l'adoption de cette loi, il était important que je vienne remettre cette loi-là solennellement au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, afin que l'ensemble des opérateurs du Mali soient informés, afin qu'ils s'approprient de cette loi, son contenu, qu'ils la maîtrisent et qu'ils s'impliquent
Parce que nous ne voulons pas de partenariat public-privé entre les mains des seuls opérateurs étrangers. Nous souhaitons que nos opérateurs maliens soient associés à ces projets. Et nous avons mis dans la loi que pour cela, un opérateur privé qui vient au Mali de l'étranger, il doit s'associer avec les Maliens. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je suis venu expliquer cela. Et avec le président de la Chambre et d'autres organisations patronales, nous allons mettre en place des sessions de formation, des sessions de sensibilisation pour que nos opérateurs maîtrisent parfaitement cela. Ensuite, je vous informe et j'informe tous les opérateurs du Mali que des projets PPP sont déjà disponibles au niveau du gouvernement. Qu'on va les mettre bientôt dans les appels d'offres pour que les opérateurs intéressés fassent leurs propositions de services de manière à ce qu'on prenne le meilleur pour réaliser ces projets, pour que les Maliens puissent accéder à ces services publics. L'objet de cette rencontre ce soir, c'était pour la remise officielle de la loi qui crée les PPP au Mali par le ministre en charge de la promotion de l'investissement et du secteur privé à la Chambre de commerce, afin de remettre à l'ensemble du secteur privé malien. Donc cette disposition n'existait pas ici avant au Mali. La loi qui créait une opération de partenariat public-privé entre le secteur privé et l'État malien n'existait pas avant. Ou entre un opérateur privé et étranger et l'État malien n'existait pas avant. Depuis une année, l'État a mis ce projet en marche. C'est en fin d'année que la loi a été votée, adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président, plus précisément le 30 décembre dernier. Donc le ministre en charge de la promotion de l'investissement m'a approché pour me dire, Monsieur le Président, j'aimerais venir vous remettre cette loi de façon officielle, solennellement, à la Chambre de commerce, pour qu'enfin vous remettiez cette loi au secteur privé. Comme il a eu à dire, le contenu de la loi n'a pas connu de grand public. La Chambre s'engage à donner maximum des informations aux ressortissants de la Chambre de commerce pour qu'enfin ils puissent connaître davantage l'opportunité qu'offre cette loi. On va faire des campagnes à partir d'ici, des formations au niveau de Bamako, ensuite descendre à Kaï, Koulikoro, Ségou, Sigasso, Mopti, Tomoktou, Gao, pour qu'on soit enfin les mêmes niveaux de formation qui offrent cette loi. C'est une loi innovante que le ministre des Investissements a pu mettre à la disposition des opérateurs économiques du Mali. Donc nous ne pourrons que féliciter le ministre des Investissements et le gouvernement pour avoir mettre en œuvre cette loi qui va innover simplement et aider les opérateurs économiques dans leurs opérations et dans la procédure des investissements au niveau du Mali. Avant de boucler cette édition, un tour d'horizon de l'actualité africaine, c'est en bref et en image avec Khadija Kiti. Lors du sommet des chefs d'État de l'autorité du Liptako-Gourma qui s'est tenu mardi à Niamey, les présidents du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont décidé de créer une force conjointe dans cette zone en proie à l'insécurité. Ces trois pays sont régulièrement visés par des attaques terroristes et cette session s'est tenue dans un contexte particulier. Il y a quelques jours, un attentat suicide qui a visé des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali a fait au moins 70 morts. Le dimanche 15 janvier dernier au Burkina Faso, environ 1500 personnes sont venues honorer la mémoire des victimes de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 30 personnes et blessé plus de 70 autres en janvier 2016. Et au sud-est du Niger, ce sont 2 soldats qui ont été tués samedi dans une attaque de Boko Haram. Après d'une semaine du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le Maroc poursuit son lobbying pour une réintégration au sein de l'Union africaine, nouvelle cible de cette opération séduction, la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc a fait le voyage depuis Rabat pour Abidjan où il a rencontré lundi le président ivoirien Alassane Ouattara. Le sujet du jour était évidemment la candidature du Maroc à une réadmission dans l'Union africaine, une organisation qu'avait déserté le pays en 1984 pour contester l'entrée de la République sahraoui. À présent, le royaume chérifien affirme avoir accompli toutes les procédures telles que prévues par l'acte constitutif de l'UA pour prétexter à son éligibilité.
En Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a voté mardi la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'envoi des jeunes dans les zones de conflit comme la Syrie, l'Irak ou la Libye. Selon un député tunisien de l'opposition, cette nouvelle commission d'enquête parlementaire naît avec un handicap majeur sur le plan pratique. Elle ne peut pas mener des investigations et de ce fait ne peut donc pas aboutir à des résultats. Mais il dit espérer que cette commission puisse jouer un rôle politique et préparer le terrain à une loi qui lui permettrait d'enquêter. De fait, plusieurs autres commissions parlementaires créées depuis 2011 n'étaient pas efficaces faute de prérogatives et d'une loi qui donne à ces commissions le pouvoir d'agir. Au moins 13 personnes ont été tuées ce mercredi matin lors d'une double explosion près d'un hôtel à Mogadiscio. La première explosion a eu lieu lorsqu'un véhicule piégé a explosé près de l'hôtel Daya dans la capitale somalienne. La seconde explosion s'est produite au moment où des forces de sécurité et des journalistes étaient rassemblés sur le lieu du drame. Selon l'AFP, des hommes armés se seraient ensuite introduits dans l'enceinte de l'hôtel. Les victimes seraient pour la plupart des civils et des gardes de sécurité. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.